Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinexport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Manganiello, responsable marketing et commercial du Castres Olympique. Le Castres Olympique est un club qui évolue en top 14. Il est également 5 fois champion de France et a soulevé le bouclier européen en 2003. On vous présente aujourd'hui Vincent Manganiello. Et je suis avec Vincent Manganiello du club du Castres Olympique. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter vous personnellement et votre parcours professionnel ? Bien sûr. Alors, Vincent Manganiello, bientôt 25 ans. De mon côté, je suis diplômé à Montpellier Business School, donc d'un parcours à la base très classique en négociation et relations d'excellence. J'ai ensuite axé mes différentes expériences professionnelles autour du sport et notamment autour du rugby. Je suis passé par l'US Carcassonne en Pro D2, par World Rugby pour la Coupe du Monde U20 en France en 2018. Et puis ça fait 3 ans que je suis au Castres Olympique au travers de différents postes. Au départ chargé de communication, puis chargé de partenariat et aujourd'hui responsable marketing et commercial pour le club. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, du coup, le Castres Olympique qui évolue en top 14 ? Bien sûr. Alors, c'est un club qui est un petit peu à part dans le championnat. Club créé en 1906, donc qui a 115 ans d'existence. C'est un des 3 clubs qui n'est jamais descendu en deuxième division avec le Stade Toulousain et Clermont-Ferrand. Donc voilà, ça fait plus de 31 saisons dans l'élite. 5 titres de champion de France, 5 boucliers de Brennus en 1949, 1950, 1993, 2013 et 2018, le plus récent. Voilà, c'est un club du sud-ouest de la France avec une très forte identité rugby qui est hébergé dans une magnifique petite ville du Tarn et qui aujourd'hui est un club qui représente très fièrement tout son territoire, toute sa région. Et voilà, c'est un club qui a vu passer de grands joueurs, de grands entraîneurs, de grands managers. Et puis voilà, aujourd'hui un club qui poursuit son aventure en top 14. Alors, comment se passe la relation avec les partenaires du club ? Est-ce que c'est vous qui les démarchez ou est-ce que c'est eux qui viennent à vous ou un peu les deux ? Alors effectivement, c'est un petit peu des deux. On a cette chance d'attirer des partenaires grâce au rayonnement du club, grâce à son rayonnement médiatique et à son identité. Donc on est souvent sollicité par nos partenaires locaux. Premièrement, grâce au rayonnement, donc ça c'est une chance énorme. Deuxièmement, c'est par les recommandations. Il y a effectivement des partenaires qui sont très contents de leur relation avec le club, de ce que le club leur apporte et qui nous recommandent auprès d'autres entreprises. Et puis après, effectivement, il y a tout un travail qui est celui de la prospection, parce que parfois certaines sociétés ne perçoivent pas forcément les nombreux avantages que le sponsoring leur réserve. Et c'est à ce moment-là que nous devons pousser cette offre de sponsoring, pousser le club pour leur présenter tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il est possible de faire. Et puis ensuite, évidemment, du côté des grosses entités, des grosses entreprises, notamment à portée internationale. Donc, c'est à nous de faire valoir nos atouts pour positionner le club auprès des services communication et des services marketing de ce genre de société. Alors, est-ce que vous avez un profil de sponsors spécifique ? J'ai vu, vous avez à la fois des partenaires d'envergure nationale et également d'envergure locale, régionale. Donc vous avez un peu tous les profils. Ouais, on a effectivement cette chance d'avoir un portefeuille de partenariat qui est assez large, dans lequel on retrouve des entreprises qui parfois ont 1 ou 2 salariés, et puis des grands groupes qui ont parfois plus de 10 000 salariés. Donc voilà, on a la chance de pouvoir travailler avec toutes ces sociétés. Pour répondre à votre question, on n'a pas de profil de partenaire spécifique. Disons que quand on rencontre une entreprise, effectivement, on étudie chaque activité. La base de tout, et ça, je pense que c'est un petit peu la règle pour l'ensemble des clubs, c'est surtout de cibler des entreprises dont nous partageons les valeurs.
on va dire que c'est l'épicentre d'une politique de sponsoring. C'est important pour nous que l'annonceur porte les valeurs du club et que le club fasse rayonner les valeurs et la promesse de l'annonceur. Donc en fait, il nous faut le maximum de points communs possibles avec cette entreprise, le maximum d'objectifs communs surtout. Et puis voilà, vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, le fait d'avoir des partenaires qui sont très différents, c'est lié à notre devise. La devise du Castres Olympique, c'est tous ensemble, et c'est très important pour nous de regrouper différentes entreprises et qui, à leur échelle, participent toutes à la structuration du club et ont des attentes qui sont effectivement différentes. Alors, sans donner de chiffres précis, à combien à peu près c'est le pourcentage représente le partenariat privé dans le club? Je sais que dans le rugby, c'est assez élevé si on regroupe visibilité et relations publiques. Et vous, du coup, ça représente quelle part à peu près du budget global? Alors effectivement, nous on est dans la moyenne de ce qui se fait en top 14. On est très légèrement sous la barre des 50%. Donc on est voilà dans la moyenne du championnat. D'accord. J'ai une petite question, là, je rebondis sur ce que vous disiez. Vous êtes un ancien ou peut-être actuel joueur de rugby. Est-ce que ça aide un petit peu pour aller vendre le club, d'être soi-même un joueur, d'être un joueur en tout cas de haut niveau? Bon alors j'ai pas eu la chance d'être un joueur de haut niveau. Effectivement à la base j'ai rejoint ce métier par passion parce que j'ai pratiqué depuis le plus jeune âge. J'ai pas joué à haut niveau, mais malgré tout le fait d'avoir une culture rugby, d'avoir une sensibilité rugby, une expérience un petit peu une expérience terrain, effectivement c'est important pour bien ressentir les choses. C'est important pour bien comprendre aussi nos joueurs, bien comprendre notre activité, bien comprendre le championnat et sa rigueur. Donc effectivement, c'est un point positif. Là où c'est un point positif, c'est que beaucoup de nos décideurs et de nos partenaires aiment avoir cette proximité avec le club, pouvoir parler rugby, pouvoir échanger sur de vastes sujets et notamment sur le rugby qui est central. Donc oui, ça peut être un atout de savoir de quoi on parle. Et puis de pouvoir bien parler de l'activité de son club et de son employeur. Donc d'avoir cette sensibilité, c'est un plus effectivement. Ouais, surtout dans le sud-ouest, vous l'avez dit, c'est une terre de rugby, donc j'imagine voilà, les partenaires ils viennent aussi rechercher ça, ils viennent rechercher cet esprit rugby comme on l'entend souvent. Bien sûr. On est très porté du côté de nos relations publiques et de nos hospitalités, mais puis même au travers de notre club affaires qui réunit l'ensemble de nos partenaires, on est très porté sur cette expérience rugby. Le club a en plus une grosse identité rugby, c'est-à-dire qu'on est très conservateur de certaines valeurs. Donc effectivement, ça fait partie à part entière de cette expérience et de ce que de ce que recherchent nos partenaires et puis à la fois leurs clients, leurs collaborateurs et tous leurs invités lors de nos matchs. Ouais, c'est vraiment au centre de l'expérience. Ouais, vous avez parlé justement des relations publiques et du club affaires. Si je dis pas de bêtises, le stade a été refait, en tout cas la nouvelle tribune a été refaite il n'y a pas longtemps. J'imagine que c'est un bel outil pour vous aussi pour réunir les partenaires avec les loges. Ça doit contribuer également à cette dynamique. Oui, bien sûr. Alors, j'étais pas encore au club au moment de ces travaux de structuration et puis surtout de ces nouvelles infrastructures. Je suis arrivé à un moment où tout était déjà en place. C'est vrai que c'est un formidable outil pour travailler. Alors, comme vous le disiez, Damien, il y a effectivement ce côté match. C'est très précieux pour travailler les jours de match avec des loges, avec des salons qui sont très très accueillants et qui nous permettent de vendre des prestations qui sont de qualité et puis qui en plus sont de qualité dans une qualité qui est croissante de saison en saison. C'est vraiment la recherche, c'est vraiment ce que le club veut, s'améliorer de saison en saison. Et puis au-delà de ça, c'est que c'est très précieux pour tous les événements qui sont hors match. Ça veut dire que c'est aujourd'hui le stade Pierre Fabre est un écrin pour tous les séminaires d'entreprise, pour tout l'événementiel hors match, pour des réunions de travail, pour des événements spécifiques. On a la chance au sein du club d'avoir un service événementiel qui propose des prestations clés en main. Certaines prestations sont même adaptées aux contraintes sanitaires
actuelle. Donc, on a la chance d'avoir un merveilleux outil et de belles infrastructures pour travailler jour de match et puis à tous les autres moments où le stade n'est pas utilisé pour le top 14 et la Coupe d'Europe. Alors, quelles sont vos relations avec vos partenaires comment vous communiquez avec eux quel type de relation vous avez avec vos partenaires là? Vous disiez plutôt l'esprit rugby, donc du coup, j'imagine voilà, que c'est plutôt assez un contact de proximité entre vous, j'imagine. Ouais, c'est exactement ça. C'est une part même essentielle de notre identité, c'est la proximité. On cherche à cultiver au maximum cette proximité, d'être en relation quasi permanente. Alors ça se traduit par différentes actions. On a développé très récemment une application qui nous permet d'avoir un réseau social interne à nos partenaires avec un annuaire qui permet à tout le monde de se mettre en relation, de garder des nouvelles de chacun, de publier sur son activité, etc. Donc voilà, il y a effectivement un contact de chacun des chargés de partenariat avec ses clients, ses partenaires, et puis au-delà de ça, il y a toute la communication club. On essaye de pousser énormément de communication, que ce soit déjà si vous vous rendez sur nos réseaux sociaux, vous voyez que le flux d'informations pour le grand public et même le B2B, il est très important. Donc pour nos partenaires, voilà, c'est la même chose. On essaye de leur pousser énormément d'informations. Ils ratent pas grand-chose, que ce soit des prolongations de contrats, tous les événements liés au club. Sur l'équipe première, mais même sur toute la partie formation, sur toute la partie développement régional du club avec un projet qui s'appelle le 100% région. Enfin voilà, les partenaires sont au maximum au courant de tout ce qui se fait. On veut être proche d'eux. On a un projet, on veut que chacun d'entre eux adhère à ce projet et c'est très important pour nous d'être très proche et de leur pousser toute cette information. Alors justement, comment vous intégrez le partenariat, les partenaires dans votre communication web? On avait dit quelques mots, mais voilà, est-ce qu'il y a une vraie politique, une vraie stratégie d'intégration des partenaires dans votre communication, notamment auprès du grand public, j'imagine, voilà, autour des résultats de l'équipe ou autre? Comment vous intégrez ça? Est-ce qu'il y a des passerelles entre le service commercial? Comment ça se déroule? Ouais, bien sûr, ouais, il y a des passerelles qui sont très très importantes. Nous, on travaille énormément avec notre service communication, qui au club est dirigé par Lisa Valette. En fait, aujourd'hui la sphère digitale et la communication digitale, ça a apporté une nouvelle dimension au partenariat. Aujourd'hui, notre communauté digitale, ça s'élève à près de 400 000 followers pour une ville de Castres qui compte 45 000 habitants et dans un bassin de vie qui, lui, représente à peu près 75 000 âmes. Donc, ce qui veut dire qu'avec les réseaux sociaux, on touche plus de 5 fois la taille de la ville et ça nous offre en plus de ça une ouverture régionale et une ouverture nationale. Et pour nos partenaires, effectivement, c'est une offre de valeur importante. On leur offre de nombreuses nouvelles solutions de communication et tout ça amène à une nouvelle typologie de produits dans cette offre de sponsoring. Donc, on va dire que toute la communication qui est menée par le service com, toutes les campagnes, toutes les OP, toutes les choses, toutes les stratégies d'acquisition, elles sont au service de nos partenaires. Et plus nos réseaux sont croissants, mieux on peut les exploiter et plus l'offre est large du côté de nos partenaires, on leur permet de pousser davantage de contenu, de vraiment s'approprier cette communauté via des produits de sponsoring qui sont dédiés. Et on leur permet de faire de l'acquisition, de communiquer auprès de notre cible. De ce fait, on leur permet évidemment aussi de cibler, eux, parmi nos followers, des personnes auprès desquelles ils souhaitent communiquer. Donc tout ça crée des synergies qui sont très positives et puis évidemment qui nous aident à réagir à cette crise sanitaire qui nécessite beaucoup d'adaptabilité. Ah, je vais poser une question qui était pas prévue, mais c'est vous qui me l'avez soufflé sans le vouloir. Castres, du coup, vous dites c'est une ville de 45 000 habitants, 75 000, on va dire, pour l'agglomération. Alors, est-ce que c'est un avantage d'être le club phare d'une agglomération moyenne, ou alors plutôt un inconvénient
d'avoir justement une ville moyenne, surtout qu'il y a énormément de concurrence, vous l'avez dit, avec Toulouse quand même, qui est la grande ville à côté. Donc voilà, c'est pas une question facile, mais c'est vrai que j'ai envie de la poser parce que Castres, c'est quand même atypique, on va dire, par rapport notamment aux grandes agglomérations comme Bordeaux ou le Stade Toulousain en top 14. Bien sûr, effectivement. Alors, je parlerai pas d'un inconvénient du tout, mais je pense que c'est une part essentielle de notre identité justement. Être encore un des bastions du rugby français, qui n'est jamais descendu dans la division inférieure depuis plus de 30 ans. Voilà, ça fait partie de notre identité et aujourd'hui, ça crée une fierté qui est incroyable auprès de ces plus de 75 000, 80 000 personnes qui forment cette agglomération. Donc voilà, aujourd'hui, on défend quelque chose, on défend ce rugby de territoire. Donc on a effectivement une identité qui est très singulière, qui intéresse évidemment des annonceurs et des sponsors, puisque qui dit une identité spéciale dit un placement qui est spécial et une offre qui est un petit peu différente. Notamment, on en parlait de cette proximité et de cette donnée du rugby et de ces valeurs que nous cultivons. Comme beaucoup d'autres clubs d'ailleurs en top 14, mais chez nous, voilà, ça a une portée un petit peu différente. Par contre, justement, comme vous l'évoquiez, le fait d'être dans une petite ville et ça nécessite de mener des projets d'ouverture. Et aujourd'hui, c'est ce que le club fait. Alors, il y a des projets d'ouverture qui sont déjà digitaux, puisque on a la volonté d'ouvrir encore plus notre communauté, parce que les réseaux sociaux n'ont pas de frontières, donc on dépasse bien plus les frontières du Tarn et même de l'Occitanie. Et puis après, il y a effectivement des projets de développement territoriaux qui sont de s'adresser même pour la partie hospitalité à des partenaires qui viennent de départements voisins. Il y a aussi des projets de développement sportif. Alors, je suis pas le plus qualifié pour en parler, mais il y a plein de synergies qui sont trouvées avec justement ce bassin de clubs qui forment le Sud-Ouest. Moi, à la base, j'étais pas de cette région et j'ai découvert une région qui cultive le rugby et on trouve un club de rugby tous les 5 kilomètres. Et ça c'est formidable et ça nécessite effectivement de tous pousser dans le même sens pour qu'un club soit un petit peu le porte-drapeau de ce territoire. Alors il y a une concurrence qui est forte avec de très belles équipes comme vous en parliez, notamment du Stade Toulousain, mais autour de nous on en a plusieurs. Je pense à l'US Carcassonne, je pense à Colomiers, on a notre voisin albigeois qui était en Pro D2 il y a encore pas très longtemps et qui aujourd'hui évolue en national. Il y a vraiment plein de clubs autour de nous, mais justement le fait de nous porter le top 14, ça nous permet de toujours nous améliorer et puis d'essayer de fédérer au maximum, et c'est le projet aujourd'hui que mène le club. Cette concurrence entre guillemets, ça permet aussi peut-être d'avoir une petite émulation autour justement de l'innovation pour la mise en place de l'activation de vos partenariats. J'imagine que ça crée une petite émulation, une petite saine concurrence entre vous pour essayer justement un petit peu de vous démarquer et notamment dans l'activation des partenariats. Mais complètement. On a des voisins qui travaillent très très bien. Vous évoquez d'autres équipes du championnat, mais effectivement, l'UBB travaille très bien. Le Loup Rugby également. On a Brive. Enfin voilà, mais je pense que même tout le monde en top 14, tous les clubs de top 14 aujourd'hui sont très structurés et travaillent très bien. Donc ouais, il y a cette petite émulation. On a toujours envie, effectivement, on a toujours cette petite fierté qui nous dit on a envie d'avoir l'activation la plus originale, on a envie de pousser du contenu qui est le plus frais, le plus inédit possible. Donc ça, c'est vrai. Après, il y a aussi des synergies qui sont trouvées. Je prends un exemple qui est tout récent et qui peut-être qu'au moment de la sortie de ce podcast c'est un événement qui sera déjà passé, mais à l'occasion du derby face au Stade Toulousain, donc qui se tiendra le 17 avril, on a décidé d'intégrer nos fans malgré le huis clos à ce derby, et on organise avec un partenaire là
une compétition de e-sport, donc sur un jeu qui est un peu dans le vent en ce moment, qui s'appelle Rocket League, donc qui sera retransmis sur Twitch, etc. Et on a joué un petit peu cette carte du derby en intégrant notre voisin toulousain à cet événement. Effectivement, le partenaire qui nous suit voulait aussi jouer sur cette carte du derby, qui est très engageante sur les réseaux sociaux, qui évidemment fait appel à la fierté de chacun. Donc il y a effectivement des synergies qui se créent. Il y a une jolie émulation qui est faite du côté du partenariat aussi. Vous le disiez, cette concurrence fait que il y a des clubs qui sont pas loin les uns des autres. Donc nous on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires, mais on a envie qu'ils restent avec nous le plus longtemps possible. Donc effectivement il faut être très bon pour les conserver et pour travailler avec eux sur la durée. Donc il y a une émulation qui est saine, mais qui est un petit peu excitante dans le métier effectivement. Alors sans dévoiler de secret, mais comment vous faites justement pour les garder ces partenaires? Après, là-dessus, là où on a beaucoup de chance, et on le remarque encore plus dans la période qu'on est en train de traverser, c'est que cette période économiquement pour plein de secteurs d'activité, elle est pas facile. Et malgré tout, on a mais énormément de partenaires qui restent avec nous, qui sont au soutien, qui restent au contact, qui aujourd'hui sont encore très très présents pour le club malgré la période qu'on vit. Certains n'ont pas vu de match de l'année. Nous n'avons reçu qu'un seul match en début de saison face au Stade Français à la mi-septembre. Depuis nous sommes à huis clos. Et malgré cet éloignement des terrains, cet éloignement de leurs prestations, etc., nos partenaires sont toujours là et portent toujours le club dans leur cœur. Donc là-dessus, on va dire qu'il y a un attachement à l'institution qui est énorme. Alors certes, ça nécessite de bien activer les partenariats. Ça nécessite de mettre en place plusieurs choses, d'être toujours compétitif, mais avant tout, je pense que c'est l'institution qui transcende tout et qui fait que certaines entreprises n'ont pas envie de lâcher cette belle institution avec laquelle elles ont pour certaines des histoires qui datent depuis plus de 25 ans. Donc voilà, depuis que le rugby est professionnel. On a des dossiers de partenariat. Moi, vous l'avez compris, je suis encore très jeune. Alors j'ai repris ce poste en me nourrissant de ce qu'avaient fait mes prédécesseurs au sein du service partenariat, et j'ai repris des dossiers dans lesquels les pages étaient jaunies et on trouvait des contrats de partenariat avec des entreprises qui étaient là depuis 1995, depuis la professionnalisation du rugby, certaines depuis même bien avant, depuis la fin des années 80. Donc et c'est des entreprises qui sont toujours là avec voilà une participation financière qui a été croissante à travers les années. Donc au-delà de tout, il y a quand même cette fidélité à l'institution qui permet de travailler sereinement. Mais là-dessus, vous le disiez, il faut pas du tout se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours être très compétitif. Alors l'autre avantage aussi, c'est la médiatisation, notamment via le diffuseur officiel. Donc c'est Canal+. Ça apporte aussi une belle visibilité. Castres à la télévision et notamment sur Canal+, c'est quand même beau. Ouais, bien sûr. Il y a plusieurs éléments. Déjà, on a la chance d'évoluer dans un championnat qui est formidable. Certains experts le placent même comme un des meilleurs championnats du monde, du fait qu'il soit très homogène. Ça veut dire que tous les week-ends, vous avez des affiches qui sont très intéressantes. Vous avez de jolies équipes. C'est très homogène. On est sur la dernière partie du championnat et rien n'est joué. On en sait quelque chose parce qu'on est encore qualifiable alors qu'on a eu un début de saison en demi-teinte. Donc vraiment, ce championnat, déjà pour nous, interne, staff d'un club, il est très excitant, mais alors du point de vue d'un supporter et d'un téléspectateur, encore plus. Donc on a la chance d'évoluer dans un très beau championnat, et puis ensuite évidemment on a la chance d'avoir un superbe diffuseur qui fait un très très bon travail avec la Ligue nationale de rugby. D'ailleurs, voilà, on ne peut que se réjouir du fait que ce soit toujours notre diffuseur pour les prochaines années à venir. Donc oui, c'est très intéressant. De plus, cette période qu'on traverse n'est pas facile, mais malgré tout, les gens étant un petit peu coincés chez eux, on remarque que le contenu frais, c'est le sport, c'est le rugby. Il y a personne dans les stades, mais il y a beaucoup de gens qui sont derrière leur télé.
Et ça, pour nos partenaires, déjà, c'est très bien. Pour nos partenaires de visibilité, ça leur permet de garder une belle mise en avant à la télévision. Et puis au-delà de ça, ça permet à des gens qui avant ne regardaient pas le rugby parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps, de se retrouver, de passer des moments à regarder du rugby, à se prendre de passion pour ce beau championnat. Et effectivement, le top 14 est formidable pour travailler, nous permet d'avancer, nous permet de construire plein de projets, et ça, c'est une chance énorme. Alors, comment vous mesurez l'impact pour vos partenaires? Déjà, est-ce qu'ils vous le demandent? Est-ce que vous en discutez? Mais de l'impact d'une visibilité ou d'une opération marketing, est-ce que vous avez des outils pour mesurer justement cet impact? Ouais, bien sûr. Alors, c'est maintenant... moi, je fais partie de la nouvelle génération du fait de mon âge, du sponsoring. Donc, c'est vrai que dès que j'ai commencé à l'US Carcassonne en Pro D2, les partenaires nous faisaient bien comprendre qu'il leur fallait des éléments pour identifier leur retour sur investissement. Et puis voilà, c'est aussi ce qu'on m'a demandé de faire quand je suis arrivé à Castres. Et aujourd'hui, voilà, ça nécessite d'être très solide sur la manière dont on présente les choses, dont on discute de ces retours sur investissement. Alors, ils sont nombreux, hein. Déjà, ce qui est important, c'est qu'ils se définissent en amont. Ça veut dire que quand on rencontre un potentiel partenaire ou un partenaire qui est déjà au club, on lui demande quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il souhaite faire, quelle portée il veut donner à son partenaire, à quelle cible il veut toucher, quel marché il peut toucher. On a la chance que notre club s'adresse aux 5-90 ans presque. Donc, on a une cible très très large à toucher. Donc, ce qui est important, c'est de définir ensemble les objectifs, de définir les activations. Donc on a des éléments aujourd'hui qui sont concrets. On travaille notamment grâce à la Ligue nationale de rugby avec l'agence Nielsen qui, elle, nous permet de faire des valorisations plurimédia de support de sponsoring. Ce qui veut dire qu'on peut identifier sur une saison complète et même sur une demi-saison combien de temps notre partenaire a été vu à la télé, quand est-ce qu'il a été vu dans les journaux, quand est-ce qu'il a été vu sur les médias sociaux, sur des revues internet, sur le web, sur des activations web. Enfin voilà, vraiment plurimédia. Combien de temps il a été vu, à quelle récurrence, sur quels canaux. Donc voilà, ça nous donne des éléments tangibles et chiffrés qui sont aujourd'hui très importants pour nos partenaires. On réalise aussi des études de préférence de marque, ce qui veut dire que nous, sur la partie sponsoring, on aide un annonceur à développer sa notoriété assistée. Ce qui veut dire que il faut que le fait d'être affiché sur la tenue du club, par exemple, sur le maillot de l'équipe première, il faut que le logo soit vu pour que le consommateur, quand il le verra à un autre endroit que le rugby, il en fasse appel à sa mémoire et que le levier de notoriété assistée soit activé pour lui permettre de créer une intention d'achat ou en tout cas une reconnaissance de cette marque, puisqu'il l'aura vu dans un contexte qu'il apprécie, qui est le contexte du sport et qu'il l'aura vu à la télé ou sur Internet. Donc on réalise des études de préférence de marque où on essaie de quantifier sa notoriété assistée. On demande à un panel de personnes leur code d'amour pour cette marque, et puis quand on identifie cette code d'amour sur la zone de chalandise du club, on essaye on en tire la conclusion que le club n'est pas du tout étranger à cette code d'amour. Donc voilà, aujourd'hui il y a plein de ce qu'on appelle des KPI qui sont très importants pour les marques, qui sont ces marques et ces partenaires sont très très à l'écoute de ces retours sur investissement. Et puis aujourd'hui, au-delà de tout ça, j'en parlais même avec des clubs amateurs, les réseaux sociaux nous donnent des outils formidables pour quantifier une visibilité. Le taux d'engagement, les likes, les commentaires, les portées, le nombre de vues sur une vidéo, tous ces éléments sont des éléments tangibles qui aujourd'hui sont évidemment au cœur des politiques de sponsoring des marques. D'accord, merci beaucoup Vincent, c'était vraiment très intéressant. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes responsable commercial du Castres Olympique, club qui évolue donc en top 14. Merci encore et puis bonne continuation pour la fin de la saison. Merci beaucoup, en espérant qu'elle soit la plus belle possible. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, merci. Merci Damien.
Un grand merci à Vincent Manganiello. Retrouvez le Castre Olympique sur le www.castre-olympique.com, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinexport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinic.fr. À bientôt.